Silo Centre Initiatique, le livre ouvert, en compagnie de l'apôtre Jean d'Or, nous sommes à l'Adjo, à l'antenne Monde des Oliviers. Bonsoir, papa. Bonsoir à tout le monde. Vu que nous sommes à l'Adjo, dans l'ouest de Cameroun, nous sommes situés net en face de l'hôtel sous-sol échangeur Banjoun. Nous parlons du totem. Le totem est une source de sagesse, de protection et de mémoire. Il incarne les valeurs profondes d'un peuple et sert de pont entre les générations, entre l'humain et le sacré. Le totem est plus qu'un simple symbole, c'est un pilier identitaire et sacré dans de nombreuses cultures à travers le monde. Sur le plan traditionnel, le totem représente souvent un animal, une plante ou un élément naturel considéré comme l'ancêtre mythique ou protecteur d'un clan ou d'une tribu. Il est transmis de génération en génération et sert à identifier les lignées familiales ou groupes sociaux. Sur le plan culturel, le totem est un emblème de l'identité collective. Il renforce le sentiment d'appartenance et de cohésion sociale. Sur le plan spirituel, le totem est perçu comme un lien entre le monde visible et invisible. Il connecte les vivants aux ancêtres et aux esprits de la nature. Il est écrit dans Révélation des initiés africains, tome 1, page 130, que le totémisme consiste à s'identifier partiellement ou totalement à certains êtres ou éléments de la nature. Devenir intégralement une panthère ou avoir une relation particulière et homothétique avec une panthère, par exemple. Apôtre, quelles sont les conditions requises pour avoir un totem? Ces conditions sont-elles toujours respectées aujourd'hui? Vraiment, avant de revenir à l'aspect totem, nous pouvons revenir dans le temps à la réalité, puisqu'au commencement, l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et celui qui devait, comme c'est même dit dans la Bible, commander à tout ce qui est susceptible d'exister, à tous les éléments de la nature. Et nous devons savoir, en tant qu'Africains, nous sommes à l'Adjo, avant, il n'y avait pas assez de maisons, il y avait l'environnement qui nous envahissait par les arbres et autres. Et à un moment donné, on peut dire que les animaux étaient plus nombreux que les hommes et les animaux cherchaient à nous dominer d'une manière ou de l'autre. Et à un moment donné, il a fallu qu'il y ait un moyen de contrôle. Prenons le cas de la forêt. On est dans la forêt et à un moment donné, on se dit que bon, si l'homme n'est pas maître du jeu, le totem, c'est-à-dire les animaux risqueraient de le dominer. Et c'est ainsi qu'on a eu à penser à toucher l'aspect direct ou indirect. Direct, ça va devenir, par exemple, un animal, devenir totalement s'incarner dans un animal, dans un arbre et autres. Et à partir de là, il y a des relais, il y a des écrans de contrôle et on pouvait contrôler d'une manière ou de l'autre la nature. Mais après un moment donné, les vampires ont récupéré le processus naturel pour sécréter une partie de leur être à partir de leur côtelette microscopique sous la rate, et à partir de là, on peut faire naître un animal, puisque selon le type d'émotion, on peut faire naître l'énergie animale ou bien l'énergie spirituelle ou l'énergie humaine. Donc, ce n'est qu'un aspect. À l'issue de ce que vous venez de dire, apôtre, considérons le cas d'un monsieur qui allait prendre un totem, mais ce totem est devenu indiscipliné et ne lui obéit plus. Que doit-il faire pour remédier à la situation? Bon, il y a plusieurs possibilités. Nous savons que même si on prend le cas de Tchoupsi, de l'huile sacrée, il y avait des moments où le Sitrupon, c'est-à-dire le mauvais Dieu, se substituait au souffle, à l'âme et à l'harmonie divine. Et à partir de là, il y avait mauvais contrôle. Les membres de la famille ou de la communauté pouvaient en périr. Et ceci dit, il était possible qu'on puisse faire appel à un être surnaturel qui venait remettre de l'ordre, c'est-à-dire recadrer le Sitrupon, le mauvais Dieu. Prenons un autre cas. Il y a cet homme qui est successeur et qui a hérité par succession les totems de son grand-père. Malheureusement pour lui, son grand-père est mort sans lui montrer comment ça fonctionne exactement. Il n'a pas la télécommande et par conséquent, les totems sont en débandade dans la nature et font des ravages. Que doit-il faire pour retrouver l'autorité sur ces totems et les dresser?
Bon, en matière de totem, il y a plusieurs possibilités. Il y a le totem de famille, il y a le totem de la communauté, par exemple chez les Étones, il y a le gorille et bien d'autres animaux qui représentent le totem au niveau collectif. Il y a le totem donc, de la famille, de la communauté. Il peut y avoir aussi le totem de tout un village, à savoir, nous avons le lion, c'est-à-dire le Cameroun s'identifie à son lion en matière de football, le lion indomptable. Et nous pouvons dire donc que le totem de la famille est différent du totem de la communauté, est différent de... En tout cas, il y a plusieurs niveaux de totem. Et quand, dans un village, il y avait un processus de réglage, il y avait une source de contrôle, et je reconnais que nous sommes à l'âge où, si on parle de totem, on parle d'abord du village, on parle de la chefferie, il y a des experts qui s'unissent, qui décrètent de contrôler les totems. On sait très bien que tel endroit est habitable par le lion. En tout cas, on choisit le totem et leur repère. Et à partir de là, il y a donc des possibilités de contrôle. Et quand un totem, un homme dérange votre mesure, puisque la télécommande du totem est à la chefferie, les experts vont donc recadrer la personne et si la personne s'entête à autre mesure, on peut véritablement liquider son totem et si le totem est liquidé, la personne meurt. Bon, il y a des cas où le totem est partiellement, c'est-à-dire soit le cas de vampirisme. Certes, l'homme est intégré dans son animal, mais c'est partiellement car il maîtrise encore une bonne partie des données de son totem, mais il y a des cas où entièrement on n'a pas la maîtrise de quoi que ce soit. Et donc, à partir de la famille, on peut se dire que si c'est la famille, le grand-père ou le père a sa part de totem et il a la possibilité de télécommande familiale. Et avant de partir, il y a la façon de nourrir. Par exemple, chez les étangs, on sait comment il y a le totem de la communauté. Voici comment on le nourrit. S'il s'agit de gorille ou bien de tel animal, on s'organise pour nourrir le totem à tous des rôles, comme on peut dire au niveau d'une église. Bon, un groupe de personnes peut, selon la semaine, s'occuper de l'entretien du responsable de l'église. Revenant maintenant à l'aspect totem, on peut donc dire qu'au niveau de la famille, de la communauté ou de la chefferie, il y a des processus de contrôle, il y a plusieurs niveaux de contrôle, et le père, avant, sans qu'il est sur le point de partir, il va chercher à appeler son enfant ou son petit-fils pour le conditionner et lui tempérer le souffle du totem et le souffle sous plusieurs formes. Ça peut être une salutation, ça peut être une salive, ça peut être le fait d'éléments naturels, ça peut être l'élément végétal, ça peut être une feuille conditionnée et on induit une parole donnée et la personne reçoit donc cette disposition qui rentre dans son tube digestif et au niveau des intestins grêles par rapport à l'ancienne bête est reconstituée pour donner naissance plus tard à tel ou tel animal. Il pourrait y avoir le cas où le totem est plutôt en brosse tranquille, mais on établit entre le totem et le futur héritier du totem une relation particulière. On prend généralement du temps pour l'entraînement. Mais nous pouvons donc dire que si le détenteur de totem meurt sans laisser le mode de contrôle, il y a généralement problème parce qu'en réalité, on ne sait pas comment le vieux ou l'ancêtre ou le grand-père ou l'arrière-grand-père entretenait son totem et cela parfois que le totem peut devenir sauvage et se retourner contre le nouveau propriétaire. Restons un peu dans le cadre de la succession. On dit souvent qu'à l'ouest du Cameroun, en particulier, quand tu succèdes, tu dois rester au village. Tu ne dois pas te rendre en ville. Mais au jour d'aujourd'hui, on observe que certains successeurs sont même, d'autres sont en Europe et ils gèrent leurs concessions comment? Où mettent-ils leur totem quand ils s'en vont? Bon, disons qu'il y a plusieurs possibilités. Un, si tu es, c'est pas n'importe quel notable qui doit rester au village.
Si tu es parmi les 9, effectivement, tu dois être non loin du chef. Déjà, même les 9 sont repérables. Ils sont là pour être appelés à toute fin utile. Et il y a des cas où le totem est tel qu'on ne peut l'entretenir que tant sur place. Mais il y a aussi des cas où on peut panacher le détenteur est en ville et chaque semaine, il doit faire un tour au village, qui est deuil ou pas, et nourrir son totem. J'ai eu ça quand j'étais en congé, quand dans mon enfance, dans mon adolescence. C'était un homme qui partait à la campagne et qui nourrissait son serpent avec de la nourriture et surtout de la viande. Donc il y a le cas où le propriétaire du totem doit le nourrir régulièrement. Ça peut être le serpent ou tout autre totem, quelle que soit la nature, il a besoin de nourriture. Et là, il vient donc régulièrement au village pour entretenir ton totem. Mais il y a des cas par rapport au chef, surtout par rapport au chef, où tu dois être sur place, puisque si tu es le conseiller type du chef, bon, si tu dois orienter le chef dans tous ses voyages, tu ne peux pas le faire étant en ville ou étant à l'étranger. Mais il y a une nuance. Nous sommes à l'époque moderne. Il y a des grands notables, tu en connais au moins un, qui sont à l'étranger, mais qui viennent de temps en temps au village et qui gèrent d'une manière ou de l'autre l'aspect totem et autres. Bon, il y en a qui sont tellement dans la discrétion qu'on peut avoir l'impression qu'il n'en est rien. Mais véritablement, les vrais notables ont d'une manière ou de l'autre un totem. Il y a des totems qui sont autour du chef et par conséquent, on doit être là pour superviser, puisque ce n'est pas seulement pour la famille, mais c'est surtout pour le chef. Il y a des cas où on peut dire qu'on est à l'étranger et on a atteint un niveau de développement spirituel élevé, suffisamment élevé qu'en ce moment, que l'on soit en Angleterre, en Belgique ou aux États-Unis, on peut par télépathie commander à son totem étant là-bas et il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des rituels spécifiques, la personne doit venir, par exemple, si on doit passer le totem au niveau propriétaire, si tu es parmi ceux qui arbitrent, qui commandent ou qui mettent en place la télécommande, tu dois nécessairement être là. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas être là, mais qui peuvent agir aussi à distance. Totem et transformation. Comment savoir qu'un totem est transformable et combien de temps dure la transformation? Bon, ça dépend. Le totem issu du vampirisme est difficilement transformable. Le totem artificiel, puisqu'il y en a des totems artificiels, bon, apprenons à la jeunesse la réalité. C'est-à-dire, quelqu'un, bon, si notre frère Tekou était, par exemple, Fouquet était, par exemple, l'héritier, heureusement, qui n'est pas héritier à son papa, à un moment donné, on peut dire que, bon, voici comment il doit procéder. On lui apprend comment il doit procéder par rapport au totem de son père. Mais il peut y avoir aussi la possibilité où le totem est artificiel, c'est-à-dire qu'on lui a donné juste le bark. Tu as écrit même d'ailleurs sur le bark. En plus, ça, le bark, c'est quoi? C'est un élément végétal qu'on balance et avec un souffle, un mot, une salive, autre, on conditionne, ça rentre dans le ventre et à un moment donné, ça devient donc un petit animal sous forme de souffle, sous forme de particules. Et selon le type d'émotion, ça sort par un des trous. Bon, je n'entre pas dans les détails puisqu'il ne faut pas faire aux plus jeunes. Et à ce moment-là, c'est le style de vampire. C'est dans le ventre, il peut sortir et grandir, mais il est recommandé par le propriétaire du totem. Et à ce moment-là, quand c'est le type artificiel, on peut facilement le transformer, on peut le dompter. Puisqu'il y a des cas, puisque je parlais plus d'une fois, vous n'aimez pas poser des questions sérieuses, je vous ai dit que avant, j'avais le totem, j'avais plus d'un, j'avais le serpent, j'avais, en tout cas, j'avais plus d'un totem, surtout le lion, le serpent et autres. Et je vous ai dit plus d'une fois, vous n'aimez pas du tout poser des questions curieuses. Le temps à y avoir, j'ai eu à garder, faire garder
la moto d'un ami par un serpent. Étant à Yaoundé, une femme m'a dérangé et j'ai envoyé des serpents qui l'ont dérangé chaque fois qu'elle voulait piocher. Elle pioche, c'est un serpent qui sort. Et à ce moment-là, ce n'est plus le petit niveau du totem, mais c'est la volonté de puissant qui permet que tu dupliques beaucoup de variétés de serpents. La pauvre, dès qu'elle pioche, il y a un serpent. Et à ce moment-là, il est vrai que dans le cas de Yahweh, même dans le cas de cette femme, elle a vu effectivement le serpent. Le cas de Yahweh, mon ami a vu, et il avait trop peur pour sa moto. J'ai dit, n'aie pas peur, je vais faire garder ta moto. Et quand il est rentré, il a constaté qu'il y a un serpent qui était au niveau du guidon. Et quand il est arrivé, le serpent est descendu, il a continué sa route. Il a continué sa route et on posait la question au pauvre Yokam d'où sortait ce serpent. Donc ça veut dire que Yokam peut avoir à ce moment-là, j'explique maintenant, puisque je ne sais plus dans. En tout cas, il y a eu transformation. Yokam à ce moment-là duplique un serpent et la voit garder la moto. C'est un serpent qu'on voit, tout le monde voit, mais comme il a la possibilité de dupliquer, il y a le serpent central qui donne naissance à des milliers de serpents, même si c'est le lion, c'est la même chose, même si c'est la fée, c'est la même chose, mais à un moment donné, tu sens qu'il y ait transformation, parce que tout ce qu'on cite là depuis, ils ont un point commun, la nervosité. Trop de nervosité, trop de colère, et pour vous les jeunes, sachez qu'au niveau supérieur, l'homme ressemble à son totem. D'accord, apôtre. Restons dans le cadre de votre totem, par exemple. J'aimerais bien savoir que sont-ils devenus? Bon, comme j'étais esprit, et me sont des meilleurs esprits, que ce soit la fée, bon, pour la fée, elle m'a dérangé parce qu'elle ne voulait pas que je sois avec ma petite tchadienne, et puis je me suis apprêté à lui donner un coup qui devrait la détruire. Malheureusement pour moi, après ayant sorti le coup, puisque je faisais suffisamment de karaté, j'ai senti que ce n'était qu'un souffle. Et après, elle est rentrée dans la nature, elle s'est mise loin de mes 5,50 m, mais, il y a un mais, il faut dire la vérité aux jeunes. Lorsque la transformation a été donc totale, j'ai en moi les gènes du serpent, les gènes de la fée, les gènes du lion. Et par conséquent, quand tu viens vers moi avec ton petit totem lion, je sais par définition comment, à partir de ma cellule souche, je comprendrai ton petit totem et je pourrais lui donner la possibilité de se réadapter. Et à partir de là, on peut dire que mon cas, c'est même ce qui devrait être véritablement fait. C'est-à-dire qu'on ait de totems, mais qu'on ait la possibilité de les transformer, qu'on ait la possibilité de les contrôler. Puisque dans mon cas possible, si vous n'aimez pas poser des questions, je n'ai jamais nourri ni la fée, ni le lion, ni le serpent. Par conséquent, dans mon système naturel, et les autres qui nous suivent doivent savoir qu'ils se gênent. Pourquoi? Puisqu'il y a certain Gamba qui a dit qu'il devait nourrir le verbe originel, les veaux, avec ceci ou les minéraux, tout ça. Est-ce que les veaux lui a dit qu'il avait besoin des minéraux de ceci? Et puis à la fin, il a mal géré son histoire là. Parfois, nous devons savoir que la transformation ne veut pas dire que Yokam doit se mettre là, inventer, je ne sais quoi, et dire que c'est avec son invention qu'il doit transformer tout le thème. Il faut être honnête. Tu es entier par rapport à un système, tu maîtrises l'élément central de ce système, l'énergie de ce système te permet d'aider celui qui a son serpent et qui le dérange. Et transformer veut dire, par exemple, si tu avais l'habitude de nourrir ton serpent avec des œufs, on peut décider à compter de ce jour que ce serpent se contente de ce qui est de la nature du serpent. Est-ce que les serpents sont vrais? En Occident, se nourrir des œufs? Non. On peut donc conditionner et les autres croient que ce n'est pas possible. C'est vrai. On peut nourrir le serpent avec ce qui est naturel par rapport au serpent. On peut nourrir la panthère avec ce qui est nourri habituellement destiné à la nutrition de la panthère. On peut revenir à la réalité. Si c'est le lion, on le nourrit comme il se nourrit
habituellement, il y a par exemple l'élément qu'on appelle éther. À partir de l'élément éther, on peut toucher en profondeur ces gens. Mais la transformation, je vous assure, parler aux traditionnalistes purs et durs de la transformation de leur totem, qui va accepter. Un, si ils acceptent, admettons qu'un jour ils acceptent le système de la transformation, donc ça veut dire que le contrôle de la télécommande qui est au niveau de la chefferie va leur échapper et par conséquent, ils ne pourront plus décider de n'importe comment du sort du notable. Et par conséquent, comme à partir de là, ils mangent suffisamment, ils menacent, ils font du chantage et ils mangent. Si on ne transforme et si la télécommande est mutée et devient autre chose, je suis sûr et certain qu'ils n'accepteront pas. Mais dans mon cas, je me suis dit, serpent, fait, lion et autres. Pourquoi ne pas transformer ça en une énergie exceptionnelle qui me permet maintenant de comprendre les trois dimensions de la nature? C'est toujours le même Dieu qui a enlevé ces énergies de base, mettre, moduler, transformer, et les autres doivent savoir que c'est comme ça. Même si parmi vous, à un moment donné, on a dit que c'est transformable, il y en a qui ont juré parmi vous que nous ne pouvons pas transformer notre part, ça engage sur la. Mais qu'ils sachent qu'ils seront donc gérés par l'énergie brute, qui n'ont pas de contrôle ni par rapport à eux. Amen. Apôtre, on a souvent assimilé les détenteurs de totems à des personnes frivoles. Parce qu'on dit les notables et tous ceux qui ont les totems, généralement, ils aiment trop les femmes. Qu'est-ce qui les motive à aller de femme en femme? Est-ce la nature de l'animal qui les incarne ou bien? Non, si on dit aller de femme en femme, c'est trop dit. Dans la réalité, nous sommes malades, mes aînés savent que c'est une histoire vraie. Par exemple, dans l'histoire, je ne sais pas si le système a changé, mais c'est qu'avant, la reine, que ce soit la reine de Manichi ou la reine vraie, en tout cas, il y a des reines qui ne se mariaient pas du tout. Et parmi les reines compliquées qui ne se mariaient pas, le premier groupe, elles ont leurs vrais amis, à savoir, ça peut être de serpent, ça peut être n'importe quoi. Et si on a été curieux, il y a au moins un témoignage selon lequel on va voir que telle femme à telle heure doit être totalement nue pour attendre la venue de son vrai mari. Et là, c'est la réalité, ça peut être le serpent ou n'importe quel animal. Et à partir de là, elle est plus chaleureuse avec son animal, ça peut être le serpent ou tout autre. Il y a l'autre niveau. Et ça peut véritablement intéresser tous les grands notables, à savoir que la reine, en réalité, dans le passé, je ne sais pas si ça a continué à la jour, mais avant, on savait que certaines grandes reines avaient leur totem aussi, bien sûr, étaient à la maison. Il y avait aussi leur totem. C'est facile à comprendre, non? Tu es panthère, tu es reine, tu as ta panthère. L'homme, le notable, il a sa panthère mâle, tu as ta panthère mâle. Les deux panthères se connaissent en brousse. Et les deux copulent. C'est le mâle et la femelle copulent. Et à partir de là, comme ils se reconnaissent, on sait que ça c'est la panthère de X, la panthère de Y qui s'accouple entre elles. Et maintenant, il y avait de la reconstitution. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais avant, c'est une histoire vraie. Et ils ne copulaient pas seulement en brousse, mais ils copulaient aussi dans le village, à savoir que la reine, par exemple, au sens mystique, est là avec ses différents totems. Elle a un mari qui en réalité n'est pas son mari, c'est son choucun. Il faut appeler Chacha, c'est son choucun. Il n'est que chercheur de bois. Et en réalité, parce que ça faisait comment on ne trahit personne quand le choucun arrive devant la porte, sa porte, quand il voit tel pied de chaussure, c'est que ça c'est le pied de chaussure de tel notable. Il n'ose pas, parce qu'il risque d'avoir des problèmes en brousse avec d'autres totems. Et à partir d'en, on savait que nous copulons en brousse, et nous copulons aussi au village, et c'était leur façon de vivre. Ça leur convenait,
Mais de nos jours, je ne sais pas si ça continue. Je pourrais refaire des observations, mais je sais qu'avant, ça se faisait. Et comme il y a modernisation, il est normal qu'il y ait modernisation. Mais même dans le cas moderne, je reconnais un chef qui a dit, et c'est une histoire vraie, le chef de Babsam, il a dit que vous qui êtes en ville, si vous manquez, vous gardez votre totem, venez le garder dans la forêt. Sacré. Le Babsam, c'est une histoire vraie. C'est pas Yokab, il n'invente rien sur le chef Babsam. Puisqu'il s'était rendu compte que les totems gardaient dans les villages, hein, ce qui est vrai aussi. Et on doit savoir qu'il y a aussi des rancunes. Hein. L'affaire de totem, là, on ne parle pas de vraies choses. Les vraies choses, c'est que par jalousie, on te déterre, on liquide ton totem, et si tu as un seul, on te le liquide, tu meurs. Mais s'il y a plusieurs, on liquide un qui commande une partie du corps, la partie là meurt, ainsi de suite. En vraiment, et on sait que tel totem habite tel endroit, et on le liquide quand on veut. Donc vraiment, c'est un système pas facile à vivre, sauf si on est comme le chef Babsam, qui a encore son espace, où il faut accueillir le totem, et on sait qu'à partir de là, on ne va pas venir les chasser, puisqu'on dit tel panthère ou bien tel serpent est à tel endroit, on sait très bien, on arme le fusil, on tire sur le serpent, il meurt, et puis progressivement, le, le détenteur meurt. Est-ce que c'est normal que l'homme soit partiellement ou entièrement panthère et qu'on le liquide à travers la panthère? C'était pas normal. J'ai reconstitué, dans mon cas, ce qui était réel. Le serpent était là. Quand on tue le serpent ou qu'on ne tue pas, il n'y a aucun problème. Quand on tue la ou ne tue pas la paix, quand on n'a pas de problème. Le lion est là, quand on tue le lion ou pas, Yokam n'a pas de problème. Et chacun d'eux avait sa spécialité. Le lion, c'était par exemple, je faisais mes arbres, je savais qu'avec le triangle du lion, même si tu es ceinture noire ou quoi, ce n'est pas mon problème de si tu es à terre. Donc, pour revenir donc à l'essentiel, que là, tu n'as même pas touché, le totem avait son sens. Le totem a son sens, mais à cause du mauvais contrôle, le totem n'a plus son sens. Premier sens, le totem garde la concession du grand notable. Et quand toi, tu veux t'improviser chouquet, tu te retrouves à des heures insolites sur le grand notable à travers son totem, ça peut être la panthère ou tout autre animal. Il t'observe juste un écran, non? Et quand tu te retrouves, il te dit, tu cherches quoi chez moi tel jour à 11 heures à tel endroit. Il n'était pas là physiquement, mais à travers son serpent, il contrôle les entrées. Bon, dans les grandes concessions, par exemple, il y a certaines cases pour entrer dans. Si notre concession était encore comme au temps de mon père et de mon grand-père, c'est-à-dire tu dois traverser une centrale de contrôle, et pendant que tu traverses dans la toiture de la case où il y a deux portes, quand tu passes là, il y a deux ou trois portes, quand tu traverses, bon, tu es observé, et si tu es venu avec des forces négatives, tu es vidangé. Bon, là, c'était des centres de contrôle à partir de cette case où de coupe, c'est-à-dire on tape par là pour aller de l'autre côté. C'était bien pour le contrôle. Tu ne dois pas entrer chez le notable n'importe comment pour faire du n'importe quoi. C'était le contrôle. Tu entres pour chercher la jeune femme du chef ou bien de je ne sais qui. Il y a le totem qui te met en garde et puis l'homme te dit, je ne veux plus que tu reviennes chez moi. Et à partir de là, on peut donc dire qu'à distance, l'homme contrôlait la forêt de poudre, donc contrôlait les trois dimensions jusqu'à son niveau. Donc il y avait des aspects positifs. Bon, de nos jours, il est vrai que certains grands notables viennent tous les week-ends nourrir le totem. Bon, quelle est la relation entre le totem et le notable dans ce sens? Il y a aussi des ambiguïtés. Au village, on sait aussi qu'avant, si je peux témoigner favorablement en matière du totem, le totem était gardé loin de la maison d'habitation. Au même, si c'était dans la concession, c'était avec l'autorisation du chef de famille.
tel dit, bon, je suis de Pété, quand tu es Pété, je vais venir garder mon serpent. Chez toi, tu es d'accord, on sait que c'est le serpent de tel. Mais de nos jours, toutes ces dispositions ne sont plus respectées et par conséquent, de moins en moins, les totems jouent véritablement leur rôle. Même s'ils pouvaient aller cueillir des herbes et tout ça chez certains grands cueilleurs, il y a Origini, ouf, le totem. Apôtre, vous avez souvent parlé du Neulan. Il existe d'ailleurs plusieurs types de Neulan. Le Neulan Gui, par exemple, la version la plus compliquée. On la trouve dans de nombreuses concessions, dit-on, pour la protection. Est-ce que cette chose protège vraiment la concession, vu qu'elle est généralement assimilée au serpent? Oui, tu m'as nourri, j'ai fait le travail, je viens de parler de la nourriture, non? Mais sauf qu'avant, la nourriture dépend des époques. La nourriture dépend aussi de ce que tu nourris, de la nature du totem. Prenons le lait. On dit par exemple, tu as un type de lait qui renvoie au serpent. On dit, bon, au début, tu vas casser un œuf dans telle période pour nourrir la plante. Et cette plante, généralement, grandit à vive allure, puisque ce n'est pas une plante ordinaire. Et à un moment donné, d'autres blancs acquiert son autonomie, se rebelle et acquiert son indépendance. Et à partir de là, le serpent prend le contrôle sur celui qui se contentait de le nourrir de ses œufs. Parce que le serpent va devenir grand et te dire, j'ai besoin pas de l'œuf, mais du sang de poule. Après, je n'ai plus besoin du sang de poule, j'ai du sang d'un de tes enfants. Donc l'animal qui au départ était sous la vertu de lait, grandit, acquiert son autonomie et réclame non plus de l'œuf, mais du sang. Parfois le sang de poule, parfois le sang de chèvre, mais par la suite, ce n'est plus le sang de chèvre, puisque le sang de chèvre n'a rien de commun avec le sang humain. Et quand ces totems se mettent sous la forme de lait, se mettent à exiger du sang humain, là, on a perdu le contrôle. Et ça devient la sorcellerie. Ce lait-là, devenu nuisible, alors comment s'en débarrasser sans nuire à sa propre vie? Bah, il y a deux cas, plusieurs hypothèses. Première hypothèse, tu l'enlèves, tu vas jeter à l'eau, bien je ne sais où en brousse. Et quand tu reviens, tu retrouves le même lait replanté nyangalement, qui se moque carrément de toi. Donc, dans certains cas, avant, il fallait faire appel à il fallait faire appel à des experts qui s'occupaient, tout comme par rapport au Sichupon, qui s'occupaient de recadrer ces totems. Donc, de nos jours, ce n'est pas véritablement aisé. Pourquoi? Parce que beaucoup ont laissé leur contrôle au génie, laissé leur contrôle au fait, laissé leur contrôle au totem. Et comme ils ne peuvent pas parler tout ces forts devant ceux qui les contrôlent, ils n'ont plus en réalité plus parole. Et c'est pour cela qu'on peut dire que le contrôle véritable de recadrer devient de plus en plus difficile. Parce que rares sont ceux qui sont indépendants par rapport à la dimension animale. Et comme il y a eu deux secrets, les vampires qui ont pris le contrôle, et ce sont eux qui contrôlent le plus nos chefferies, ce sont eux qui contrôlent le plus les castes, ainsi de suite. Et on part des choses ordinaires aux choses beaucoup plus compliquées. C'est ça qui est dommage. Mais on peut repenser, c'est possible, mais les gens ne veulent même pas repenser. Pour revenir donc à un autre aspect de ta question, puisqu'il faut que les jeunes soient réellement Informés. Éduqués, instruits. J'ai dit tout à l'heure que l'homme ressemble à ton totem. Si tu as pour totem une panthère ou je ne sais quoi, qui commande la reine, dans au sens propre et au figuré, le même totem, comme tu es à 100% ou à moitié de totem, tu épouses
puisque l'homme ressemble à son À son totem, totem. tu épouses le même caractère que ton totem. Et par conséquent, tu ne peux pas te contenter d'une femme. Tu dois aller de femme Enfant. en femme. Et c'est pour cela qu'à un certain niveau, si on prend le cas de Lyon, qui peut avoir 80 populations en un jour, donc si c'est au niveau de l'homme, pour moi ça devient difficile, mais tu as le réflexe de t'accoupler autant que possible. Et là, l'âme étant dans ce cas, ce n'est plus un coït de jouissance ordinaire, mais c'est un coït de plaisir. C'est juste une jouissance. Et la personne, même une semaine après son coït, elle oublie qu'elle vient d'avoir un coït. Et la même personne est donc contrôlée, et puis il faut avoir plusieurs coïts donc contrôlés. Et à partir de là, l'idéal serait que la personne cherche à se contrôler, et étant contrôlée, l'animal sera contrôlé, l'énergie de l'animal sera contrôlée. Puisque si tu dis toujours seulement on tue, alors que tu es animal, tu auras le réflexe de l'animal que tu refuses ou que tu ne refuses pas. Tu vas faire ce que tu ne veux pas. Comme Paul à ce début, fraîchement seul, ce qu'il ne voulait pas faire, le voilà le pauvre qui le faisait. Apôtre, qui est le chasseur de totem? Tout le monde peut-il être chasseur de totem? Dans tout le monde, chasseur de totem, non. Mais il y a deux niveaux. Il y a le fait que lorsque le détenteur de totem est sur le point de mourir, on dit de lui, il est éthiopien. C'est-à-dire qu'il a perdu tous ses sens. Le contrôle. Et on sent même que ça peut être la panthère qui marche la queue entre les pattes, et qui se retrouve là où elle ne devrait même pas se retrouver. Elle peut se retrouver dans l'huile de cuisine. En tout cas, elle n'a plus le contrôle. Et à ce type de totem dont le propriétaire va mourir bientôt, qu'est-ce qu'on faisait très souvent? On l'orientait donc vers le village voisin, mais tout en signalant que nous venons de vous envoyer notre panthère. Tu es là, contentez-vous de la viande, mais renvoyez-nous la peau. On séchait la peau et on portait en sachant qu'on porte la peau de X ou de Y. Et là, c'était un des aspects. Si un totem est arrêté, que devient son propriétaire? A-t-il la possibilité de se déconnecter du dit totem pour rester en vie après son arrestation? Donc, il y a plusieurs possibilités. Les plus futées ont la capacité de reconstitution. C'est-à-dire, tu as attrapé le totem de quelqu'un, le serpent par exemple, on l'a brûlé. Et la personne peut venir chercher à récupérer ne serait que la cendre. Et quand si elle a récupéré la cendre à partir de la loi du tout, la personne peut reconstituer à partir de la cendre son totem. Et à ce moment-là, il y avait donc cette possibilité de reconstitution. Il y a la possibilité où on peut se dire que oui, on a attrapé mon totem, il est à tel endroit, je paie cher pour le récupérer. Et c'est ainsi qu'on se dit, donnez-moi un morceau, pardon, je vois un morceau, il y a reconstitution. Donnez-moi le serpent entier, il y a reconstitution. Donnez-moi la cendre de ce serpent, il y a la reconstitution. Donc ça veut dire que selon les niveaux, il y a possibilité de reconstitution. Mais ce n'est pas donné à tous les détenteurs de totem la possibilité de reconstitution sous cette forme. Si ce n'est pas donné à tous les détenteurs de reconstituer les totems, alors après avoir brûlé un totem, que faut-il faire pour que même si celui qui a la possibilité de reconstituer son totem ne puisse plus le reconstituer? Donc il y a plusieurs possibilités, mais nous n'allons pas les développer ici. Il y a plusieurs possibilités d'empêcher la reconstitution. Mais parlons plutôt en nuançons. Plutôt, disons que vous savez que certaines personnes du sang meurent
soit empoisonné, soit ceci, ou soit cela, on vous dit, bon, vous l'avez pris en sorcellerie. Mais vous ne vous servirez pas ni de ces éléments ou de son corps, de je sais quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? On détruit, d'une manière ou de l'autre, on détruit. Donc, on empoisonne, disons, pour utiliser le langage des traditionnalistes, on empoisonne votre proie pour que vous ne vous puissiez pas vous en servir. Mais dans le cas de la récupération, c'est compliqué, ça dépend des niveaux. Apôtre, les Indiens, par exemple, pensent que tout homme est connecté à un animal avec qui il partage le même comportement. Ils parlent d'animal totem. Prenons un homme qui a pour totem l'écureuil et qui s'en va prendre un autre totem. La personne qui lui donne le totem tient-il compte du comportement de l'écureuil? Oui, la personne doit normalement tenir compte du comportement. Par exemple, si tu prends ce qui mange l'écureuil, à moins que tu ne gardes l'écureuil dans son endroit, le rat dans son endroit, la panthère dans son endroit, on le sépare de telle sorte qu'il n'y ait pas possibilité de rencontre entre des possibilités de rencontre. Mais on peut se dire qu'aussi le détenteur à ce moment-là, quand il y a contradiction, souffre. Hein? C'est-à-dire, vous sentez comment il y a bagarre dans le ventre. Et même certains grands notables, même physiquement, on les regarde au niveau de leurs entrailles, on voit comment ça bagarre, pas au sens figuré, pas physiquement, tu sens comment la bouche, c'est-à-dire les totems, les énergies s'entrechoquent dans ses entrailles, oui, ça bagarre, et parfois même, quand il y a ces possibilités, ils cherchent à écarter l'un de l'autre pour s'en sortir. Après, quand une personne, un notable qui a plusieurs totems, qu'elle est partie prendre, qui est le totem qui va le plus dominer? Ou sa force viendra de la nature, ou il y a autre chose qui doit caractériser cela? Bon, disons qu'il y a un jeune écrivain de l'Adjo qui a rédigé sur l'Adjo. Il s'agit de l'écrivain Kanga Dominique, n'est-ce pas? Et il a parlé d'église et culture du cas de l'ouest du Cameroun. Et dans le livre, il a rappelé qu'il y a un de nos chefs qui a du temps de Poto qui avait 8 totems. Et il se disait que dans les 8 totems, il serait imbattable, puisque parmi les 8 totems, il est, dans tous les cas, il est notamment non. Donc il a le lion. Mais tous les 8 totems ont été détruits. Parce que ceux qui contrôlent véritablement le totem et non le chef, à un moment donné, se sont sentis lésés et les ont liquidés l'un après l'autre. Et à la fin, donc maintenant, quand on a liquidé le dernier, de pauvres, les morts, dont en réalité, le cas de notre chef là, Poto, je vous dis, Sa Majesté Poto, c'est une vieille histoire, mais c'est même dans le présent, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas le nombre. En clair, ce n'est pas le nombre de totems qui prend de la puissance du détenteur de totem, mais c'est la puissance régénératrice du totem donné. C'est-à-dire que vous pouvez, quelqu'un peut avoir un seul totem, mais qui a des milliers d'applications. Et quand bien même vous chercherez à le tuer, vous sentez qu'il, en tout cas, il devient invisible, il prend toutes les formes possibles. Si le totem, si transmettre la personne qui transmet le totem doit tenir compte de la nature intrinsèque de celui à qui il donne. Alors, quelles sont les conséquences d'avoir un totem qui est incompatible avec sa nature intrinsèque? Oui, effectivement, il doit tenir compte, puisqu'il faut que la personne ait du répondant. Je vous ai rappelé plusieurs fois le cas de mon grand-père maternel, qui un jour étant trop emmerdé par les coups de vol, s'est rendu chez des sphères traditionnalistes. Il voulait quelque chose pour protéger sa concession. Il a dit, oui, je ne veux pas être victime de coups de vol à l'excès. Et l'expert lui a demandé, bon, donc le Bible, as-tu avec quoi tu vas garder ce que je vais te donner? Il a dit, par exemple, as-tu le ventre? As-tu le vampire?
Il a dit non, moi je n'ai pas de bande, je n'ai pas de vampire. Est-ce que je peux donc te donner le bande? C'est-à-dire transformer son bande, puisque la transformation, c'est dans l'un sang ou l'autre, hein, c'est-à-dire quelqu'un de simple, mais on le transforme, il devient compliqué. Le grand-père a refusé. Il a dit, je préfère qu'on continue à voler que de venir nous compliquer la vie. nous compliquer la vie. Donc, c'est pour dire qu'il y a complexité, mais tout de même, les totems étaient tranquilles dans leur nature, mais ce sont les vampires qui ont complexifié les données. Ils ont pris le contraire, ils ont pris le contrôle. Personne ne peut me démentir que ce soit au niveau de la communauté, au niveau des chefferies. Ce sont les deux vampires très puissants qui ont pris le contrôle avec l'aide de chenilles, de succumbes, pour avoir le contrôle à leur profit, pour se manger, se tailler la part de lion. Et je me rappelle qu'un de mes voisins, donc grand notaire de son état, quand il allait à la chefferie, il se partage, non? C'est-à-dire, on dit tel jour, il y aura telle personne qui va apporter le porc. On apporte le porc, c'est-à-dire, il y a le ching, c'est-à-dire tout le bassin là. Et floup, il prend une main la porte. Il était un peu handicapé, mais personne ne pouvait le suivre. Et personne ne pouvait lui arracher le gigot. C'est-à-dire, ils sont nombreux. Ils se taillent la part du lion, parce qu'il sait que si quelqu'un le suit, la bagarre va se continuer au niveau des totems. Et comme personne ne voulait se mettre sa vie en jeu, on le laissait faire. Donc ça veut dire qu'au départ, vampirisme, oui, contrôle, oui, désir excessif de contrôle, oui. Et à partir donc de là, ça peut profiter, puisque c'était pas taillé la part du lion, mais de nos jours. Donc si tu prends le gigot là, parce que c'est tous les jours qu'on accorde des gigots aujourd'hui dans nos chefferies. Donc, quelle que soit la chefferie, ce n'est plus tous les jours. Apôtre, une abonnée s'interroge au sujet de l'Église catholique. Elle aimerait bien savoir si les reliques qu'on garde dans l'Église catholique au vu peut-être de la situation des totems, ceux-là qu'on a canonifiés, est-ce qu'eux aussi ils avaient des totems? Peut-on considérer ces reliques comme totems de l'Église catholique? Donc, ce serait un abus de langage. Puisque c'était une notion de sainteté. Et on revient dans la notion de la partie qui fait le tout. C'est-à-dire, on reconnaît que bon, tel est très puissant. Quand il meurt, au moment de mourir, il dégage une énergie exceptionnelle qui pénètre tous ces éléments, ces habits. Et on peut se dire que si on n'a qu'un petit morceau de la vie de tel saint, on touche le processus élémentaire et primordial de cette personne. Et à partir de là, dès qu'on a au niveau de la communauté Saint-Jean, on sait qu'on a un morceau. Ça peut être premier degré, ce qui est venu réellement de Saint-Jean, par la suite, ce qui a touché, ce qui a appartenu à l'apôtre Jean, ainsi de suite. C'est-à-dire au départ, ça peut être véritablement un morceau de quelque chose qui a appartenu véritablement à ce saint, mais par la suite, puisqu'il y aura beaucoup d'églises dans la communauté Saint-Jean, on peut se dire ce qui a touché a reçu l'empreinte d'énergie rémanente, l'énergie par consubstantiation et autres, et à partir de là, ça se duplique. Mais on sait qu'à travers la relique, on a le contact direct ou indirect avec Saint-Jean. Mais assimiler cela au totem, c'est aller trop vite en besogne. Puisqu'il y en a qui sont aussi dit, si vous gardez vos reliques, pourquoi est-ce que nous ne devons pas garder le crâne de nos ancêtres? Ce n'est pas la même chose, puisque c'est tout comme par le crâne. Sauf dans quelques rares communautés, ce n'est pas le crâne du saint qu'on conserve. Il est vrai qu'il y a des cas où c'est le corps entier. Il y a eu quelques saints dont on a conservé le corps, mais il ne s'agit pas de ça. Et c'est-à-dire que la vénération qu'on a par rapport à la relique,
comme Satan importe trop la vénération par rapport au totem, on se dit que l'un ou l'autre, mais ce sont des phénomènes différents. D'accord, merci. Puisque une relique ne réclamera pas, par exemple, du sang, à moins que ce sang, soi-disant, Un était sanguinaire. un sorcier. D'accord, merci apôtre. Merci pour la disponibilité et la disposition. Nous rappelons que nous sommes à Ladjo, à Banjul, et nous sommes au Mont des Oliviers. Vas-y. Oui, apôtre, est-ce que selon Dieu, ces totems et tout ne sont pas que des incidents de parcours? Oui, un premier niveau, il y a la duplication. Au premier niveau, Yokam a la possibilité de dompter un serpent, de dompter une fée, de dompter un lion ou autre. Mais à ce moment-là, sans qu'il y ait une contrepartie qui contrarie ma personnalité. Mais c'est par la suite qu'il y a eu rupture. Et dans la rupture, c'est l'animal qui commande à l'homme. Donc ce n'est plus que le totem devait être au départ. C'est-à-dire qu'on pouvait, comme je l'ai eu, c'est-à-dire qu'on pouvait faire quoi? On pouvait, étant un grand initié, on visionne une brosse, on visionne un animal, et d'une manière ou de l'autre, on pouvait toucher cet animal à la colonne vertébrale, en tout cas une partie de cet animal, et on lui transférait une énergie exceptionnelle qui grandissait dans l'animal, et ça créait donc un contact par télécommande par rapport à l'animal. Donc ça veut dire que l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu avait la capacité de commander à l'animal. Mais l'inverse n'était pas au premier degré vrai. C'est-à-dire que l'animal ne saurait en aucun cas au départ commander à l'homme. Mais il y a eu des incidents de parcours où les autres, n'ayant pas la capacité de la sanctification, n'ayant pas la capacité de la transformation de l'animal, sont mis donc à dupliquer, à composer des totems avec les éléments de la nature. On peut dire qu'on peut prendre un grain d'arachide, et ce grain d'arachide conditionné de telle façon donner lieu à un animal. Ça peut être une chauve-souris. Bon, on duplique dans l'entendement, comme et tout, mais c'est pas ce que Dieu avait prévu au départ. Et de nos jours, on peut retrouver sa nature de base et commander donc à l'animal. Pensionner en tenant compte du fait que, oui, tel animal doit contrôler tel espace en vue de ceci ou de cela. C'est possible. Mais, sauf que l'homme est tellement grillé dans sa conversion qu'on peut se demander est-ce que c'est encore possible. Et généralement, je me suis rendu compte que lorsqu'on aborde un traditionnaliste et on veut lui donner des bons conseils, on peut le toucher dans son être réel, même au niveau de sa race, on peut lui procurer une énergie de transformation, mais c'est pêche. Car les vrais notables dans le système veulent du concret. Quand c'est le rat, c'est le rat. Sans le chien, c'est le chien. Ils ne veulent pas de simulation. J'ai le souffle qui correspond à la panthère. Non, de fait, certains traditionnalistes ne voudraient pas de cela. Or, toutes les questions de l'énergie. Mais si on a l'énergie qui équivaut au chien, cette énergie peut se dupliquer en 1 million de chiens. Et jouer le rôle d'un petit totem ordinaire qui s'est fatigué, qui serait mangé par la petite panthère du voisin. Donc, pour réfléchir et revenir en connexion avec Dieu de façon originelle entre nous. La question que tu poses est simple. Peut-il y avoir un retour aux sources? Pas le retour aux sources dont on parle, non, 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 non. Pas le retour aux sources de la consolation. Puis l'homme porte en elle l'âme, le corps et l'esprit. On peut revenir aux données concrètes de l'âme, du corps et de l'esprit, et on peut recomprendre la nature telle qu'elle était au départ. Et à partir de là, il y a un thème que notre sœur Becky a sorti, c'est-à-dire le royaume des petits êtres, hein, n'est-ce pas? Ils sont là, ils ne sont ni humanoïdes, ni génies, mais ils sont là, des nains.
ils développent, par compensation, ils sont tout petits, mais développent suffisamment d'énergie à vous faire dépendre d'eux. Et comme vous, les géants, vous dépendez donc des nains, c'est une compensation. On peut donc dire que ce qui a raté la nature, c'est la mauvaise application de la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que le nain, comme ça pose au grand guérisseur, parce que tu sais que tu es très grand, mais tu as besoin de lui parce qu'il a l'énergie que tu n'as pas, et à partir donc de là, il te colonise, alors que c'est le contraire qui devrait être vrai. C'est-à-dire que la nature nous permet de nos jours qu'à travers nos thèmes, on peut revenir et se reposer la question, est-ce qu'on peut avoir un retour aux sources? Un retour aux sources ne voudra pas dire avoir le totem au premier degré. Si c'est avoir le retour aux sources pour avoir le ressourcement et avoir le totem authentique, tel qu'il est là et inanimé à personne, n'a pas besoin du sang. Et à partir de là, on peut multiplier les essences et autres. On peut dire, oui, tel est le thème, il va faire ceci, il sera duré plutôt non plus avec les œufs, non plus avec du sang, mais avec le flux de la nature, avec les terres et autres. Bon, c'est possible, mais à condition que les hommes se réorganisent, se reconscientisent et qu'ils prennent autorité sur les vampires, puisqu'il faut d'abord ce niveau-là pour reprendre le contrôle. Mais je suis sûr que si on y va mollement, ils ne vont jamais accepter. Apôtre, vous avez parlé du fait que les traditionalistes ne seront pas capables d'accepter une énergie équivalente à la panthère, à la fée ou au rat. Est-ce que ce n'est pas par hasard parce qu'ils ont peur? Est-ce que l'homme n'aurait-il pas peur de retrouver sa nature originelle? Oui, il n'a pas même déjà pas retrouvé sa nature puisqu'il a été tellement conditionné par le roi, la souris, la chauve-souris et autres, qu'il ne réfléchit plus en tant qu'homme, mais en tant que chauve-souris. C'est aussi simple que ça. En réalité, on peut vous poser la question à vous les jeunes. Quand vous allez à la chefferie, vous allez chez ces grands notables, vous leur parlez. Vous parlez à qui? À la panthère, au lion, à l'hyène. Et à un moment donné, la personne va vous dire que vous l'a dérangé. Parce que c'est à son totem que vous parlez, ce n'est pas à elle. Et comme elle n'a pas le contrôle, la vraie chose va venir et lui dire, ne l'écoute plus. N'écoute plus ce Yokam là. Tu es en train d'écouter qui là. Tu sens que tu es en train de me désobéir. Hein. Et si la personne s'entête, on lui donne quelques cartes et puis elle se ressaisit. Elle dit non, pardon, une autre fois et une autre fois. On peut dire jusqu'au jour où la poule aura des dents. Donc, c'est une révolution qui est en train de se construire. Et on peut donc dire qu'à la place des petits totems, on peut avoir le vrai totem, pas le sou et pas l'énergie absolue. Et les autres savent que c'est possible. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour le décryptage et les explications. Amen.